Panafricaine du Congo du passé possible. Voilà. De notre patriotisme, alors DJ, si tu es pas en harmonie avec nous, tu vas nous balancer. Merci. Puis passer en sigle ce temple du savoir et des connaissances. Aujourd'hui, culturel et scientifique, l'Université panafricaine du Congo nous a conviés à un grand événement que nous avons dénommé, que nous appelons conférence scientifique, avec comme thème la cohésion nationale au regard des enjeux du développement socio-économique et sécuritaire de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors avant de continuer, laissez-moi vous décliner le programme tel que prévu à cette occasion. Après l'hymne national, tout à l'heure vous aurez à entendre le nom de l'Ordre qui sera prononcé par le recteur de l'Université panafricaine du Congo, le professeur émérite William Moké-Sangol Congo-Passi. Après viendra le nom du représentant des étudiants. Et ensuite, nous aurons à suivre une brève peinture de la situation socio-économique de notre pays par le président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo, de la société congolaise, de la situation socio-économique. Ça sera prononcé par le président William Majala Matoma. Et après, le principal du jour, et lui, c'est... Après son intervention, viendra le débat, ou mieux, le jeu de questions et réponses. Un mot de la fin sera prononcé par l'Africaine du Congo. Question de marquer notre patriotisme, encore une fois de plus, l'hymne national, le menu tel que nous l'avons concocté pour vous. Alors sans plus tarder, je m'en vais. En tant qu'université, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur, chers étudiants, distingués invités à vos titres et qualités, l'Université panafricaine du Congo est heureuse de vous recevoir, de vous accueillir dans cette salle pour une activité proprement scientifique, la conférence que va prononcer tout à l'heure
le président Martin Fayulu, une conférence qui a une importance capitale pour notre université, pour notre pays et pour l'avenir du monde également, puisque le mot-clé de cette conférence, c'est le développement, mais à travers des conditions qui feront qu'un développement durable puisse se réaliser dans notre pays et dans le monde. L'université, de façon générale, et depuis des siècles, c'est une institution qui a une mission bien précise. Et cette mission est triple. L'université organise des enseignements. Ces enseignements proviennent de la recherche. Et enfin, l'université a également pied dans la société, puisque l'université sert la société. 3 grandes missions: l'enseignement, la recherche et les services à la nation. L'activité d'aujourd'hui entre justement dans cette triple mission de l'université. Cette grande conférence, comme le mot le dit d'ailleurs du latin, circumferre, nous allons donc débattre d'une question essentielle pour notre vie et qui fera l'objet de l'enseignement universitaire. Les enseignants, aussi bien que les étudiants, vont acquérir des connaissances à travers cette conférence. Cette conférence va nourrir également la recherche au niveau de l'université, puisqu'on ne peut pas enseigner sans faire de la recherche. Et cette conférence s'inscrit également dans le service rendu à la nation. Et vous constatez très bien que l'université panafricaine, et elle est heureuse de recevoir qui est un grand défenseur des idées panafricaines. Donc nous nous inscrivons dans cette conférence, dans cette double vision de la mission de l'université, enseignement, recherche. Monsieur le recteur, Monsieur le secrétaire général académique, Messieurs les professeurs, Messieurs le coordonnateur des étudiants de l'Université panafricaine du Congo, plus précis en cible, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part à cette conférence scientifique. Particulièrement, nous remercions M. Martin Fayulu, qui est l'orateur principal, malgré ses multiples occupations. Il a pensé à la jeunesse ainsi qu'à la crème intellectuelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre université, car parmi les rôles d'une université, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui enfreignent le développement socio-économique de la société. Tel est notre axe de réflexion en ce jour. La jeunesse estudiantine que nous sommes, nous nous posons de multiples questions liées à la pauvreté, ainsi qu'à l'insécurité de la partie est de notre pays. Et voilà une occasion qui se présente afin que nous puissions débattre à ce paradoxe qui remet en cause les capacités intellectuelles de compatriotes ainsi que l'instinct du patriotisme, car après 64 ans d'indépendance, avec une multitude de diplômés d'université, tant internes qu'externes, notre beau pays est toujours dans un trou noir inextricable. N'est-ce pas notre hymne national que nous venons de chanter? Nous devons chanter avec dignité car nous jurons d'assurer la grandeur de ce beau pays. Nous remercions aussi les autorités publiques pour leur accompagnement ainsi que les efforts consentis pour remédier à cette situation. Enfin, notre université prône le panafricanisme. Nous sommes la jeunesse
panafricaniste et la démarche de cette conférence reste purement scientifique. En voulant trouver une solution pérenne à cette situation, avec un sentiment d'être africain, et nous sommes fiers de l'être, je dis et je vous remercie. Pas panafricaniste de nom, mais la Kachamaki, l'Anaï, il vit avec ça et il défend ça partout où il passe. Pour l'Université panafricaine du Congo, c'est un grand jour. Un grand jour, parce que vers 14 ans après le passage de Machado, nous recevons encore une grande personnalité. Dans cette même salle, le 2 septembre 2010, Machado lançait cette université. Dans cette même salle, je crois au milieu là-bas, Machado s'est mis debout. Il a dit, cette université est tournée vers un avenir radieux de notre système d'enseignement. Et nous voulons voir cette université exploiter le système LMD. 2 septembre 2010, la première université a utilisé le système LMD au Congo, autorisé par l'État. 14 ans après, nous voici devant un panafricaniste. Nous tenons d'abord à vous remercier, M. le Président. À peine arrivé des États-Unis, à peine arrivé d'une grande tournée scientifique aux États-Unis, vous avez accepté notre invitation. C'était la première université ici au Congo de vous recevoir dans cette panel de tournée que vous allez effectuer. Un grand merci, vraiment, qui restera gravé dans la mémoire des étudiants. Mais la RDC aujourd'hui figure parmi les 5 nations les plus pauvres du monde. En 2023, environ 74-77% des Congolais vivaient avec moins de $2 par jour. Environ une personne sur 6 vivant dans une extrême pauvreté en Afrique subsaharienne habite la RDC. La RDC se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain 2020. Conséquence des décennies de conflits, de fragilité et de développement incompromis. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37 au-dessus de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, qui est 0,40. Cela signifie qu'un enfant congolais né aujourd'hui ne peut espérer réaliser que 37% de son potentiel par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié des conditions de santé optimales et d'instruction élémentaire universitaire ou soit professionnelle et autres. D'où une situation non confortable pour les universités congolaises en général et particulièrement pour notre université qui prône toujours l'élitisme, l'innovation et l'épanouissement des jeunes. Et nous devrions à tout prix apporter notre contribution pour remédier à cette caricature sombre. Partant de la situation sécuritaire de l'Est du pays, il y a de cela plusieurs décennies depuis que le mouvement rebelle, des groupes armés et miliciens, tant nationaux qu'étrangers, ne cessent d'endayer notre vie de nos enfants, faisant des conflits congolais les plus sévères. 14 ans, lors de son passage de nos installations en Californie. Des mémoires insistaient sur en opposant, en apportant des solutions clés aux différents problèmes de la société. Dans tout ce qui se passe dans le système LMD, on n'a jamais été limité. On est oublié pourquoi on ne sait pas. Des conférences se passent par-ci par-là. Dans le monde c'est le système LMD, on n'apprend seulement par la presse, on est oublié. Mais pour les quantités, il y a moins de services qui attendent l'argent. C'est une parenthèse, Monsieur le Président. Enfin, que votre passage aujourd'hui
14 ans après. En 1956. Détenteur d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 7 en France. Paris 12, pardon. Ce sont mes lunettes qui m'ont trompé. Mais également détenteur d'un diplôme de 3e cycle de gestion de l'Institut supérieur de gestion, Paris, tout court. Et d'un diplôme MBA à European University of America. En français, c'est la même chose. San Francisco. Entre 1984 et 2003, il a fait carrière dans l'industrie pétrolière au sein du groupe américain ExxonMobil, où il a assumé différentes positions managériales, notamment aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Congo, au Mali et au Niger. Ses 20 ans de carrière chez ExxonMobil lui ont appris d'innombrables leçons de leadership et le devoir de transparence. Après avoir quitté l'industrie pétrolière, il est revenu s'installer en RDC pour y administrer ses sociétés privées. Il a toujours eu un intérêt pour la gestion de la cité et des affaires publiques. En 2006, peu après son retour au pays, il a été élu au Parlement provincial de Kinshasa. En mars 2009, il a créé son parti politique dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD en sigle. En 2011, il a été élu député national de la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est vraiment un résumé la biographie du président Martin Fayulu, que je vous prie d'applaudir. Monsieur le Président, l'auditoire est prêt à vous écouter. Alors, moi, je vous prie de nous tousser la science parce que le développement de notre pays en dépend. À vous la parole. Voilà. Et grand merci. Grand merci pourquoi? Grand merci de m'avoir invité ici aujourd'hui pour discuter et avec les professeurs et avec les étudiants, pour partager. Un partage, vous avez dit, scientifique. J'ai suivi l'exposé du président du conseil d'administration, j'ai suivi les mots d'introduction du directeur et tout est dit. Vous avez décrit la situation du Congo, vous avez décrit la mission de l'université ou les missions de l'université et nous sommes là aujourd'hui pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays. Pourquoi notre pays est parmi les 5 derniers pays du monde en termes d'indice de développement. Pourquoi? Vous voyez, il y a certainement les amis de la sécurité qui se sont introduits ici. C'est normal, venez, vous écoutez et certainement vous pouvez utiliser ce que nous allons dire ici pour le développement de notre pays. Cet exercice, je l'ai fait ailleurs. Je l'ai fait à l'université de Harvard, aux États-Unis, qui est presque la première université du monde.
Je l'ai fait à l'université de Sorbonne, à Paris, en France. Je l'ai fait à l'université d'Ottawa, au Canada. Je viens de le faire à l'université de Princeton, à New Jersey, aux États-Unis. Je vous dis, l'université de Princeton, c'est parmi les 3 premières universités du monde. Ils ont comme capacité financière, cette université a comme capacité financière 38 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Plus que beaucoup de pays africains. Mais l'université se permet d'appeler des gens comme moi pour aller là-bas et discuter avec et le professeur et les étudiants, comme vous avez fait ici. Et je vous remercie, je vous félicite pour cela. Vous savez, et je l'ai fait aussi dans mon école de commerce à Paris, l'IEG, Institut supérieur de gestion de Paris. Et j'aime bien discuter avec les étudiants, avec l'école professorale. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre pays. Nous allons parler de notre pays et je propose un cheminement très simple. On va projeter une petite vidéo de 7 minutes. Vous allez voir d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Et avec vous, nous allons voir où est-ce que nous devons aller. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ne soyons plus les derniers de la classe, parce qu'aujourd'hui, nous le sommes. Je vais vous donner une anecdote ici. Je suis parti avec les jeunes de Prince et Pégué aux États-Unis et ils me posent la question, mais pourquoi nous ne sommes pas comme ça? Pourquoi, quand ils regardent partout, je dis simplement la volonté politique. Donc, si on peut commencer avec la vidéo, on peut commencer? Allez. Il faut qu'il y ait des sons pour que ce soit intéressant. Pendant qu'on est en train d'arranger, la vidéo nous parle de la traite négrière. Après la traite négrière, on parle de la conférence de Berlin. Culture pour que demain nous soyons comme les autres. Ce n'est pas sorcier. En Afrique, dans beaucoup de pays, ça s'est fait déjà. Pour dire d'où nous venons. Nous avions nos habitudes, nous avions nos coutumes, nous avions nos états. Et on est venu ici au XVe siècle avec la traite négrière. On a déporté nos arrières grands-parents. On les a amenés. Vous savez qu'ici au Congo, nous avons beaucoup perdu. Il y a eu plus de 13 millions de Congolais qui ont été vendus en Amérique et dans les Caraïbes. Et ça créait beaucoup de souffrance. Ils sont partis dans les champs, travailler là-bas. Et très vite après, en 1885, ou fin 1884 déjà, on a dit qu'on doit partager le Congo. La conférence de Berlin, au départ, c'était la conférence du Congo. C'est arrivé là-bas avec Bismarck qu'on a décidé de changer de nom et de l'appeler conférence du Congo. Le Congo était un no man's land. Ils pensaient que c'était un pays qui était un territoire vaste et riche, qui regorgeait beaucoup de ressources naturelles et qu'aucune puissance ne pouvait s'en approprier. C'est pour cela qu'ils ont décidé de donner ça à un roi d'un petit pays, le roi des Belges, Léopold II, et ce roi qui s'est avéré sanguinaire. Si vous n'avez pas encore vu ça, c'est pour ça que j'ai amené cette vidéo, mais je vous conseille, je pourrais vous donner des lectures, de lire l'histoire du Congo, lire l'histoire de la colonisation. Et le roi Léopold II a fait couper les mains des gens
Et il y a une journée où les policiers qui étaient là s'est targué d'avoir coupé des mains à 1300 personnes. En une journée, un record. Donc on a coupé, c'était sanguinaire. Et très vite, ces rois-là, il y a des problèmes, surtout la Grande-Bretagne qui a milité pour que le pays, le Congo, soit retiré du roi, et le roi a eu beaucoup de dettes, et on nous a donné en 1908 comme pays colonisé, parce qu'au début, on était un État indépendant du Congo. En 1908, nous sommes devenus colonie belge. Beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, et je passe cette période et nous sommes arrivés à l'indépendance. À l'indépendance du Congo, tout de suite, l'idée de ces gens-là de 1885 est revenue que ce pays devait être balkanisé, très riche. Le pays ne pouvait pas être indépendant et s'auto-administrer. Et donc il fallait couper. Les Katanga, surtout à ce moment-là, c'était la partie la plus riche du pays. Et on a oublié que les mines, ou la gécamine, l'union minière, tout ça, ça a été construit avec le caoutchouc, l'huile de palme de l'Équateur et l'huile de palme des Banguina. Et tout ce qui se faisait ici, du côté ouest, le Congo central. On a tout de suite créé la sécession katangaise. Et vite après, il y a eu la sécession Sud-Kasaï. Vous pouvez lire dans les manuels d'histoire, vous avez. C'est bon? Allez, on me dit que c'est bon, je m'arrête. Et c'est beaucoup plus animé avec la vidéo. Pour dire d'où nous venons. Nous avions nos habitudes, nous avions nos coutumes, nous avions nos états. Et on est venu ici au XVe siècle avec la traite négrière. On a déporté nos arrière-grands-parents. On les a amenés, vous savez qu'ici au Congo, nous avons beaucoup perdu. Il y a eu plus de 13 millions de Congolais qui ont été vendus en Amérique et dans les Caraïbes. Et ça créait beaucoup de souffrance. Ils sont partis dans les champs, travailler là-bas. Et très vite après, en 1885, ou fin 1884 déjà, on a dit qu'on doit partager le Congo. La conférence de Berlin, au départ, c'était la conférence du Congo. C'est arrivé là-bas avec Bismarck qu'on a décidé de changer de nom et de l'appeler conférence du Congo. Le Congo était un no man's land. Ils pensaient que c'était un pays qui était un territoire vaste et riche, qui regorgeait beaucoup de ressources naturelles et qu'aucune puissance ne pouvait s'en approprier. C'est pour cela qu'ils ont décidé de donner ça à un roi d'un petit pays, le roi des Belges, Léopold II, et ce roi qui s'est avéré sanguinaire. Si vous n'avez pas encore vu ça, c'est pour ça que j'ai amené cette vidéo, mais je vous conseille, je pourrais vous donner des lectures, de lire l'histoire du Congo, de lire l'histoire de la colonisation. Et le roi Léopold II a fait couper les mains des gens. Et il y a une journée où les policiers qui étaient là s'est targué d'avoir coupé des mains à 1300 personnes. En une journée, un record. Donc on a coupé, c'était sanguinaire. Et très vite, ces rois-là, il y a eu des problèmes, surtout la Grande-Bretagne qui a milité pour que le pays, le Congo, soit retiré du roi, et le roi a eu beaucoup de dettes, et on nous a donné en 1908 comme pays colonisé, parce qu'au début, on était un État indépendant du Congo.
En 1908, nous sommes devenus colonie belge. Beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, et je passe cette période et nous sommes arrivés à l'indépendance. À l'indépendance du Congo, tout de suite, l'idée de ces gens-là de 1885 est revenue que ce pays devait être balkanisé, très riche. Le pays ne pouvait pas être indépendant et s'auto-administrer. Et donc il fallait couper. Les Katanga, surtout à ce moment-là, c'était la partie la plus riche du pays. Et on a oublié que les mines, ou la gécamine, l'union minière, tout ça, ça a été construit avec des caoutchoucs, l'huile des palmes de l'Équateur et l'huile des palmes des Banguina. Et tout ce qui se faisait ici, du côté ouest, le Congo central. On a tout de suite créé la sécession katangaise. Et vite après, il y a eu la sécession Sud-Kasaï. Vous pouvez lire dans les manuels d'histoire, vous avez. C'est bon? Allez, on me dit que c'est bon, je m'arrête. Et c'est beaucoup plus animé avec la vidéo. Au résultat que l'on a pu constater, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait, parce que M. Fayoulou était a priori, c'est pour ça que le leader sortant, La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Nous sommes à Tchanzu, les frontières du Rwanda et de l'Ouganda, où ont échoué des affrontements avec les rebelles du M23 cette semaine. Les combats qui se trouvent avec le Rwanda, accusé une fois par le Congo. Rêve de pays. En attendant, elle vit sous cette tente faite de plastique et de branches, avec ses 3 enfants. Cette histoire a commencé à prendre un autre relief avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. On a empêché au Congo d'avoir un gouvernement stable. Et depuis, tous les gouvernements que nous avons n'ont jamais été stables. Nous avons eu, c'est vrai, pendant 32 ans, un système de partis unique avec Mobutu, mais le pays n'a pas connu le développement pendant ce temps-là. Donc, notre pays est caractérisé par le manque d'institutions stables, le manque de leadership légitime, institutions et leadership non légitime, c'est ça qui caractérise notre pays. Et d'ailleurs, si vous lisez notre constitution, vous allez voir dans son exposé des motifs, il est clairement écrit que depuis le 30 juin 1960, date de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dont la cause fondamentale est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est l'ingérence des pays étrangers. Je parlais de l'assassinat de Lumumba. Tout à l'heure, j'avais commencé avec les sécessions katangaises, sécession Sud-Kasaï. Ce sont les étrangers qui sont intervenus pour casser l'élan de notre pays. Et aujourd'hui, dans ces temps modernes, temps présents, et encore les étrangers. Ça a commencé par l'AFDL,
Alliance des forces de libération du Congo, que Laurent Désiré Kabila qualifiera plus tard de conglomérat d'aventuriers. Cette alliance, ce mouvement est parti du Rwanda. Au fait, il y a les Occidentaux qui, dans leur tête, avaient toujours pensé que le Congo était un manche-land, que le Congo était trop grand, avec tellement de richesses, il fallait balkaniser ces pays. Ceux qui ont suivi le discours de Lumumba, il a souvent parlé de la balkanisation du Congo. Mobutu en a parlé aussi. Et Mobutu a dit qu'après moi, ce sera les déluges. Il savait pourquoi il disait ça. Donc, nous sommes arrivés à avoir un pays étranger, le Rwanda, qui a 8 fois moins d'habitants que nous, un petit pays sans richesse, que le Congo a soutenu avec la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs. C'est Mobutu, les Congo, les Zaïre à l'époque, qui soutenaient tous ces pays. Et là, on s'est dit que non, le règne de Mobutu est fini, et Mobutu peut partir avec le Congo comme on l'a connu en 1885, comme on l'a connu en 1960, avec une superficie de 2 345 000 km². Il faut balkaniser ces pays. Et le procès utilisé pour ça, c'est le Rwanda. Et le Rwanda, à cette époque-là, n'avait pas une armée aussi puissante pour venir défaire les Congo. Mais le Rwanda s'est fait aider. Et vous avez vu, ils sont venus ici, les Kadogo, les jeunes, ils ont pris le pouvoir jusqu'à nous imposer un chef d'état-major rwandais. Le professeur Kanele, que j'ai eu ce matin, il salue les étudiants, il n'a pas pu se dépasser, il est encore convalescent, a passé 2 ans à Makala. 2 ans à la prison de Makala pour avoir dit que M. James Kabarebe était rwandais. Donc, le pays a été dirigé. Et je me demande, et je l'ai dit et je le répète, même si les gens de l'ANR sont là, nous sommes dans un débat scientifique. Nous sommes dans un débat parce qu'il faut connaître les causes qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui pour demain, ou même à partir d'aujourd'hui, commencer à trouver des remèdes. Nous sommes dirigés par qui? Quelle est l'implication du Rwanda dans la direction de ces pays? On a amené des gens, on a pris nos archives, dévalisées. On ne sait pas où ça se trouve. Certaines personnes disent que ça se trouve au Rwanda. On nous a imposé des dirigeants. On continue à nous imposer des dirigeants. Vous avez vu M. Le Drian dire que les vrais gagnants étaient Martin Fayulu, mais on nous a donné des résultats que nous trouvons qui ne sont pas la vérité des urnes, qui ne reflètent pas la vérité des urnes. On a imposé. Et là, nous sommes là. Et j'ai dit, en premier lieu, le problème, la caractéristique de ces pays, on nous impose des dirigeants qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas choisis par le peuple congolais. Et là, le président du conseil d'administration a décrit la situation du Congo. Nous avons 10 millions de morts, ce que nous appelons le génocide congolais. Nous avons, à l'idée depuis 2015, décrété que le 2 août sera la date de commémoration du génocide congolais. Les gens nous disaient à l'époque, non, vous n'allez pas aboutir. On a abouti, le 2 août est reconnu par le Parlement congolais comme date de commémoration du génocide congolais. 10 millions de morts. Les massacres partout. Nous avons aujourd'hui 7 millions de déplacés internes, des Congolais, qui ne peuvent pas rester dans leur lieu naturel.
ils doivent errer par-ci, par-là, parce qu'ils fuient la guerre. Nous avons 5 millions d'enfants malnutris. Leur croissance posera problème demain. Vous avez la chance de vous asseoir dans des chaises confortables. Ça veut dire que l'université fait un effort pour que vous ayez des conditions physiques normales. Mais les enfants qui sont dans des petites écoles ici, dans les écoles primaires, maternelles, qui n'ont pas d'infrastructure, ils vont se développer comment? Vous avez cette situation aujourd'hui et vous avez 27 millions de Congolais qui demandent l'assistance sociale. On n'a pas d'argent pour les organismes qui s'occupent de cette charité, n'ont pas suffisamment d'argent pour s'occuper de ces 27 millions de Congolais. Nous avons la guerre aujourd'hui. Plus de 115 localités et villages de notre pays sont entre les mains du Rwanda. Parce que le M23 pour moi, c'est le Rwanda, il faut être clair. Plus de 115 localités. Rutshuru, Masisi et une grande partie, très grande partie du Nord Kivu, aujourd'hui occupée par les M23. On a les Wazalendo et l'armée congolaise qui essayent de se déployer, mais on n'arrive pas, et même le Rwanda a créé ses propres Wazalendo. Et le Rwanda a créé ses propres Wazalendo. Donc, le pays est dans une situation difficile. Et vous avez cette situation. Les routes ne sont plus praticables au nord et au sud Kivu. J'ai quitté Bukavu pour aller à Uvira. J'étais avec mon épouse et avec mon équipe de campagne. Les gens me demandaient pourquoi vous nous avez imposé ça. J'ai dit, si les Congolais passent par là, moi aussi je dois passer par là. Parce que j'avais posé la question à Monseigneur Mouyenga, il m'a dit, est-ce que vous pouvez, moi, je suis évêque et je passe, je suis obligé. Est-ce que vous, j'ai dit, si vous passez, moi aussi j'ai passé. Et je suis passé. Pour voir la souffrance que mes frères et mes sœurs endurent. Pas plus tard qu'avant-hier, vous avez appris les naufrages. Pourquoi ces bateaux font naufrage? Surchargés. Simplement parce que on ne peut plus emprunter des routes. Nous sommes à Kinshasa ici. C'est vrai, il y a des embouteillages et tout ça. Mais on s'est organisé pour être ici. Mais ceux qui sont au Nord Kivu, ceux qui sont au Sud Kivu, ceux qui sont à Ituri, je suis parti dans un camp de déplacés à Ituri. J'étais comme ça, sans forcer, j'ai vu des larmes ici couler. Et j'ai essayé de me retenir devant ces gens-là. Impossible. Un être humain ne peut pas accepter cela. Donc nous acceptons que nos frères et sœurs qui sont là-bas soient abandonnés. Quand je dis là-bas, c'est-à-dire au Kivu, mais ici, à côté de Kinshasa, dans le Kwamutu, ici, je suis allé à Kwamutu. J'ai pris les hors-bords jusqu'à Kwamutu pour voir. On m'a dit, vous restez là, n'entrez pas en ville parce que les Mubondo sévissent. Voyez-vous dans quel état, dans quelle situation nous sommes au XXIe siècle, l'an 2024, 64 ans après l'indépendance du pays, des pays qui étaient nulle part, sont aujourd'hui là où vous le savez, la Chine. Regardez la Chine en 1960, regardez les Congo en 1960,
Regardez la Corée en 1960. Regardez le Canada. Nous avions un produit intérieur brut en 1960 plus élevé que le Canada, que la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud a des compagnies, des sociétés que vous connaissez, LG et les autres, qui valent des milliards. Leur revenu, c'est plus que le revenu du Congo, de tout le pays. Chers frères et sœurs, cette situation doit nous interpeller. Cette situation doit nous interpeller. Nous ne vivons pas, nous vivons. Est-ce que nous devons rester comme ça, bras croisés? Fayoulou, on vous a volé l'élection en 2018. Fayoulou, vous avez décrété avec les autres candidats que l'élection ou les élections de 2023 étaient un simulacre d'élection et vous ne reconnaissez pas les résultats de ces élections. Donc, vous devez continuer à réclamer. Je dis, oui, on doit continuer à réclamer, mais on doit aller plus. On doit faire plus que réclamer. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est s'arrêter, réfléchir et se dire où va le pays. À volant, est-ce que j'accepte que le pays se noie, moi dedans? Comme ça on dit, ah, puis c'est pas juste vous gagner. Les gens de mon âge, monsieur le lecteur, connaissent cette chanson qui disait que Nayoki Sango, il est à Babali, Ndegli de Babalaye, puis surtout tout là. Tout ça, la Soki, tout le pour tout ça, ben, vous voyez bien. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, panier à gras. On se dit, oh non, bah, il a eu au pouvoir, non, c'est mon pays. Nous avons essayé ici avec vous tous, on a dit que notre constitution, elle a certainement ses faiblesses, comme toute constitution du monde. La constitution américaine a beaucoup de faiblesses. Vous savez que le système électoral américain n'est pas un système, un homme, une femme, une voix. Vous savez ça? Vous savez que Mme Hillary Clinton, sur le plan des voix, avait battu M. Trump. Vous le savez, non? Il y a des gens qui ne savent pas. Elle avait plus de voix que Trump, en pourcentage. Si c'était le système démocratique, comme dans d'autres pays, comme notre système électoral le dit, si on le fait bien, c'est Hillary qui devait être présidente à la place de Trump. Mais ils ont un système après des grands électeurs. Ok? Donc, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aux États-Unis qui disent que ce système pose problème. Mais vous ne verrez pas quelqu'un d'une façon intempestive dire voilà, demain on change ça. Non, on ne pourra pas. Si on doit changer ce système, je peux vous le dire, je prends date avec vous, ça ne sera pas moins de 15 ans. Parce qu'ils vont commencer des consultations. Donc les gens qui sont là actuellement ne bénéficieront pas de ça. Ils vont lancer les débats, ils vont lancer les systèmes, mais ça pourra se faire 15, 20, 30 ans après. C'est ça que ça veut dire. Donc, maintenant que nous sommes dans cette situation-là, le pays n'est nulle part. Fayoulou s'est dit non. On doit regarder l'intérêt du pays d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? On continue avec l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire un chèque à tout citoyen, au groupe, à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Ou bien, l'article qui vient avant cet article 64, c'est-à-dire l'article 63, qui lui dit très clairement et fortement, tout Congolais a des droits d'abord et des devoirs sacrés. Vous m'entendez? Tout Congolais
a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays, de défendre le pays et l'intégrité du territoire en cas d'agression extérieure. Qui dit mieux? Qui ici pense qu'il ne doit pas défendre l'intégrité du territoire? Qui? Si vous n'avez pas l'intégrité territoriale, vous n'avez pas le pays. Vous n'avez pas les Congo. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Congo. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Congo avec ces 2 345 000 km². On ne l'a pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir de Kinshasa ici, même si nous dites le pouvoir des faits, ce n'est pas le pouvoir de Kinshasa qui administre au Bunagana. Allez à Rutshuru, allez à Massissi, allez à Lubero. On commence déjà à enseigner aux enfants des langues qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai dit non, il faut s'arrêter, il faut la cohésion nationale. C'est quoi la cohésion nationale? Notre parti SID est allé à organiser son conseil national et nous avons pris 10 résolutions. Parmi ces 10 résolutions, la résolution numéro 6 dit clairement ceci. Vu la désunion nationale, nous demandons à nos pères spirituels de nous mettre tous ensemble, d'organiser une réunion autour du thème vérité, réconciliation et cohésion nationale. On doit se dire la vérité. On doit se dire des vérités, pas la vérité au singulier. On doit se dire des vérités. On peut se fâcher. Comme chez nous en Afrique, l'arbre à barbe, comme c'était dans les temps anciens. C'est dire la vérité et puis dire, bon, nous sommes tous allés dans le pour se dégager. Ok? Ce qui est Syrie est Syrie. Vous comprenez ça? Et je voulais vous faire rire. Quand j'étais gosse, pourquoi j'ai dit ça? Ma mère me disait, Malité, c'est comme ça qu'elle m'appelait, parlait comme une maman Mungala, Yo Obala Mungala. J'ai dit, comme Kateo Moutuya, Mukongo, Mutabandundu, non, Obala Mungala. Mais j'ai demandé pourquoi. Il m'a expliqué. Il n'a pas dit ça, ça. Mungala, Sokozana di Kambunaye, Asileke le dit, pa. Bosilani wana. Tant qu'on parle au gazon, il dit, Ndeko, ça m'a dit, est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. Nous ne pouvons pas avoir des choses. Et je suis comme ça. Fayou est comme ça. Je vous dis la vérité en face pour que vous compreniez ce que moi je comprends, ce que j'entends, ce que je veux. Et puis après, on trouve une solution. Et c'est ça ce que nous demandons, l'esprit de la cohésion nationale. La cohésion nationale pour que les Congolais se parlent, discutent et voient 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? La première, c'est comment recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Que faire pour recouvrer cette intégrité? Comment exercer ou appliquer l'article 63 de la Constitution? Nous tous. Comment armer, passez-moi le terme, l'armée, comment donner à notre armée nationale des moyens suffisants pour faire la guerre? Comment nous devons tous, dans l'esprit, être derrière cette armée? Même s'il y a des réservistes, les anciens phases et tout ça, où sont, si on peut récupérer pour aller combattre, c'est ça le premier point de cette cohésion nationale. Deuxième point, on a parlé de la corruption, de la gabegie, on a parlé des trains de vie des institutions,
Le député touche 21 000 $, plus. Tout plus. Si quelqu'un vous dit le contraire, j'ai les éléments en moi. C'est moi qui ai sorti cette affaire. Je n'ai pas sorti comme ça. Notre député cassait quoi? Et puis les députés Sessanga, on les a interpellés devant une commission. Et cette commission a rendu ses conclusions. Pourquoi? Parce que c'était évident. Cassé quand il est passé, il a des éléments. Nous avons des éléments. On va regarder le budget qu'on va développer. Aujourd'hui, ce qu'on donne aux députés, on leur donne ce qu'ils appellent les invisibles pour cacher. C'est comme ça qu'ils ne parlent pas. On ne peut pas vivre dans un état où il y a des gens, des choses qui se font en cachette. Comment arrêter la gabegie? Comment arrêter la corruption? Comment arrêter le vol? Comment récupérer de l'argent de ces trains de vie élevés des institutions pour mettre dans l'armée, financer l'armée et gagner la guerre? Nous devons nous asseoir autour de cette réunion sur la cohésion nationale, parler de ça. Ça, c'est le deuxième problème. Deuxième point. Troisième point. Nous devons quand même parler des droits humains. Partout où vous passez, vous avez les gens de l'ANR. Quand j'arrive à l'aéroport, les gens me regardent, me toisent, comme si je n'étais pas chez moi. Je les regarde, je dis, Boko Lemba, nous avons un Boko Nangaï. Montolo n'a pas beaucoup d'angoisse. N'a pas mis l'hôpital général à Kinshasa. Au bout de l'Amérique. N'a pas mis, voilà. Ceux qui ont le registre, beaucoup de monde n'a pas mis. Pas une classe et il y a beaucoup de monde n'a pas. Il y a des gens qui disent, ah oui, il y a des gens qui se battent pour moi. Non, il ne faut pas avoir peur. Vous avez peur de quoi? Il faut qu'on arrive à régler le problème des violations systématiques des droits humains. C'est le troisième problème, le troisième point. Comment vous arrêtez quelqu'un et vous vous mettez à les sodomiser? Est-ce que c'est normal ça? Si on fait ça à votre enfant, à votre parent, accepteriez-vous cela? Comment quelqu'un qui est devant le siège de son parti, il est là, Gilles Manzanza, notre membre qu'on a tué devant le siège du parti, simplement parce qu'il est membre de décider, les policiers viennent, boum, ils tirent sur. Est-ce que c'est normal ça? Vous ôtez la vie à un citoyen, il s'avère que son père, c'est un officier de l'armée congolaise. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est le troisième point, qu'on regarde le problème des droits humains, qu'on respecte les droits humains. Pourquoi tel et tel autre sont à Makala? Pourquoi on les arrête? Pourquoi l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, pourquoi il est à Makala? Pourquoi c'est lui de la santé, l'autre qui est sorti et était Nissan, qui est parti à Makala? Pourquoi lui il est sorti? Pourquoi Oli n'est pas sorti? Quelle est la différence? Pourquoi Jean-Marc Kabound, Marc Moukebaye, et maintenant j'apprends que cette Kikouni, on a envoyé à Makala, on ne sait pas où se trouve Daniel Safo. Pourquoi? Vous prenez quelqu'un, cette Kikouni, pendant longtemps, sa femme, sa famille, ses amis ne savent pas où il est. Les droits humains. Personne ne peut penser que ça n'arrive qu'aux autres. Celle qui était avec moi, on marchait ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer un jour que cette situation arrive. Et regardez. Donc nous tous ici, moi qui vous parle ici, combien de fois j'ai été malmené, reçu une balle. Est-ce que moi je peux me livrer comme ça qu'on me tire une balle? Arrêté par un général. Et puis on va vous amener à Makala. Dieu merci que j'ai résisté. Mon hôtel fermé pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'on peut imposer ça à un humain? Pourquoi? Donc, nous devons nous asseoir, nous dire des vérités et régler ces problèmes des droits humains. Et quatrième point,
dans cette cohésion nationale. Quatrième élément, c'est la Constitution dit que nous avons un problème de manque de légitimité des institutions des terres alimentaires. Paragraphe 3, c'est pour cela que les Congolaises et les Congolais, les forces vives de la nation, société civile, partis politiques, ils se sont réunis à Sun City aux fins de mettre en place des mécanismes pour adopter une constitution qui permet aux citoyens congolais de choisir librement, démocratiquement leurs dirigeants. On le voit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous reconnaissez les résultats. Quand vous êtes parti déposer le bulletin d'alliance, est-ce que c'est la vérité des urnes? Non. Donc c'est pour cela. Au quatrième point, nous devons parler des réformes institutionnelles, notamment des réformes électorales, c'est-à-dire comment réformer la loi électorale, comment réformer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle soit réellement indépendante. Comment réformer la Cour constitutionnelle, que ce ne soit pas un instrument d'un individu qui est là pour dire voilà, c'est elle qui va être élue. Vous voyez, vous avez vu, je ne cite pas le nom ici, le président de la Cour constitutionnelle. Je me demande, mais quand on est même à ce niveau-là, c'est qu'il a été étudiant, il était aux études, et c'est un intellectuel. Et vous occupez une telle fonction, et commencez à débiter de choses qui sont contraires à la loi, à l'éthique. Non. Donc il faut des réformes institutionnelles pour que demain, nous ayons des élections crédibles, c'est-à-dire des élections transparentes, impartiales et apaisées. Apaisées, ça veut dire, après les élections, celui qui a été battu puisse dire, voilà, je félicite tel parce qu'il a gagné. N'est-ce pas? Voilà, chers amis, je crois que je dois m'arrêter là pour vous donner plus de temps qu'on fasse ces partages. Mais j'ai manqué à ces devoirs afin que ceux qui sont partis. Merci beaucoup.